Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Julie Hart, la commandante de l'équipage d'astronautes analogues WOMARS. Salut Julie, bienvenue sur Instant Cactus. Merci beaucoup, merci pour ton invitation. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter et puis nous raconter un peu vers quoi tu as dirigé ton parcours ces dernières années ? Ouais, tout à fait. Alors, je m'appelle Julie, je suis suisse naturalisée. J'ai commencé mes études à Lausanne, d'abord à l'EPFL en physique. Et puis je me suis assez vite dirigée vers les géosciences à l'Université de Lausanne, avec un accent sur la géophysique. Après mon bachelor, j'ai pris une année sabbatique. J'ai un peu voyagé, j'ai fait des stages. Et en voyageant en Thaïlande, j'avais rencontré une fille à l'époque à qui je me suis vraiment beaucoup attachée. Et elle m'a dit qu'elle continuait ses études en Australie. Elle m'a proposé de l'accompagner, donc je me suis dit que c'était une bonne opportunité. Voilà. Et puis très vite, un peu toutes les étoiles se sont alignées. J'ai obtenu une bourse pour un master, donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion parfaite. Et j'ai donc fait un master en géochimie, que j'ai appliqué ensuite à l'astrobiologie pour ma thèse. Et donc l'astrobiologie, c'est la recherche pour la vie extraterrestre, et entre autres sur Mars. Et voilà, en parallèle, depuis janvier de cette année, avec 5 autres jeunes femmes dans le domaine du spatial, on a créé un équipage d'astronautes, donc astronautes analogues. Et dans le cadre de cette mission qu'on a baptisée WOMARS, on va partir en février prochain, passer 2 semaines dans cette station de recherche dans le désert de Utah. Maintenant, je suis entièrement impliquée dans l'exploration spatiale et j'aimerais vraiment dédier mes études et mes futures années de carrière à la recherche pour la vie extraterrestre, tout en gardant un peu ce pied dans la promotion de l'exploration spatiale en général. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce qu'une mission analogue ? Alors une mission analogue, ici en l'occurrence martienne, c'est une mission qui se déroule sur Terre, mais durant laquelle on essaie de reproduire les conditions de la planète visée, ici entre autres Mars. La première mission habitée vers Mars donc, n'est a priori pas prévue avant les années 2030-2034 pour la NASA, mais encore la deadline elle est constamment repoussée. Donc entre-temps, à défaut de pouvoir étudier le comportement humain sur Mars, on doit essayer de reproduire ces conditions sur Terre et il existe sur Terre des environnements similaires, analogues à la surface martienne. L'Agence spatiale européenne, notamment à la base Concordia en Antarctique, là où les conditions donc, climatiques sont plus similaires, entre autres avec le froid et puis l'exposition aux radiations. Ensuite, il y a la Mars Society, dont je pense qu'on parlera un petit peu plus tard, qui, elle, a 2 stations de recherche, une en Arctique, au Canada, et une dans le désert de Utah, là où on va aller. Et l'intérêt de cette station dans le désert de Utah, c'est que l'environnement géologique, donc les roches, les cailloux autour, ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver sur Mars. Donc ça, c'est le résultat le fruit de missions précédentes où j'imagine on a pu procéder à des analyses et puis donc identifier ces similitudes ? Ouais, exactement. Des missions précédentes, mais aussi toutes les données qu'on a récoltées sur Mars, les données géologiques, minéralogiques, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup plus de similarités qu'on pensait avant, et ça nous a ouvert vraiment beaucoup d'opportunités pour ces missions analogues sur Terre. Et justement, je voulais te poser la question, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de votre mission et de ce que vous allez exactement faire dans cette station de recherche. Voilà, je voulais te demander pourquoi est-ce qu'on cherche absolument à étudier, à explorer la planète Mars ? Donc pourquoi Mars en particulier ? Ouais, c'est une très bonne question. Alors la planète Mars présente beaucoup d'avantages que d'autres planètes du système solaire n'ont pas. Tout d'abord, après Vénus, c'est la planète la plus proche de la Terre, donc la plus accessible en fait. Avec les technologies qu'on a aujourd'hui, on met à peu près 8 mois pour aller sur Mars. Ensuite, dans un système solaire, il y a ce qu'on appelle la zone habitable. Donc c'est un anneau en fait autour du Soleil, à l'intérieur duquel on pourrait trouver de l'eau à l'état liquide, s'il y a de l'eau. La Terre, elle est pile au milieu de cette zone habitable. On a des océans, on a des rivières, on a de l'eau à foison. Vénus, par exemple, elle est trop proche du Soleil, donc elle est au-delà de la frontière interne de l'anneau. Et c'est pour ça, entre autres, que la température sur Vénus, elle est de à peu près 450 degrés Celsius, quoi. Et ensuite, Mars, elle est par contre juste à la limite externe de la zone. Donc elle est encore techniquement dans la zone. On sait qu'à l'époque, Mars avait de l'eau, avait des océans, avait des rivières. Si tu regardes, d'ailleurs tu peux regarder sur Google Mars,
tu regardes, il y a des traces de canyons, il y a des rivières, il y a des deltas. On sait qu'il y avait de l'eau. Donc, toutes ces conditions réunies font qu'on pense qu'il y avait de la vie sur Mars. Et c'est vraiment la planète candidate la mieux placée pour nos recherches. Ok, donc on pourrait, en théorie, imaginer la vie sur Mars un jour. Peut-être un jour, oui. Ouais. Une vie, peut-être qu'elle existe toujours, qu'on n'a pas encore découverte. Par exemple, tout ce qui est dans le sous-sol martien. Voilà, c'est d'ailleurs les missions là, qui sont parties en juillet, Persévérance, de la NASA, qui va essayer de déterminer ça. Mais on a encore beaucoup de choses à explorer sur Mars. Peut-être qu'il y en a actuellement. Sans doute, à mon avis, il y en a eu dans le passé. Et puis, après, ce sera la question de la colonisation de Mars. Est-ce que nous, on va établir de la vie sur Mars ou pas ? Justement, tu parlais de missions qui étaient parties très récemment au mois de juillet. Et quand je préparais l'interview, moi, j'ai fait pas mal de lectures à ce propos. Et j'ai lu que les Émirats arabes unis, la Chine, les États-Unis aussi avaient lancé ces sondes à destination de Mars, qui étaient effectivement tout au mois de juillet. Et je me suis demandé pourquoi au même moment ? Ouais, alors là aussi, très bonne question. Donc le voyage sur Mars est en général possible à peu près tous les 26 mois. Ça a à voir avec les trajectoires des orbites des planètes. La Terre et Mars, elles tournent donc toutes les deux autour du Soleil, mais selon des trajectoires différentes et selon des vitesses différentes. Et tous les 26 mois, les deux planètes sont au plus proche, qui est à peu près 50 millions de kilomètres. Quand les trajectoires sont à l'opposé, elles sont à plus de 400 millions de kilomètres l'une de l'autre. Donc c'est vraiment un facteur déterminant. Et c'est pour ça que toutes les missions en général partent en même temps, ou alors tous les 2 ans. J'ai lu que la mission européenne, donc ExoMars, allait partir en 2022, donc dans 2 ans, et je me disais, il loupe ce créneau de 26 ans en fait, mais il y a une périodicité de 2 ans. Oui, voilà, tous les 2 ans. Alors ExoMars était à la base prévu pour 2020, mais avec la crise sanitaire, ils ont dû repousser. Donc il y a évidemment des enjeux géopolitiques, puisque chaque pays impliqué veut arriver le premier, ou avoir certains résultats les premiers, mais au-delà de ces enjeux géopolitiques, est-ce que ces missions ont des axes de recherche similaires et donc il y a de la collaboration, ou est-ce que chacune a des objectifs très spécifiques et en fait c'est ultra concurrentiel ? C'est de la collaboration concurrentielle, je dirais. Tout le monde vise à trouver de la vie présente ou passée sur Mars, mais chaque axe de recherche est différent. Par exemple, la mission chinoise, elle va placer une sonde en orbite, et elle va rester en orbite pour vraiment étudier l'atmosphère, mais elle va essayer aussi de poser un rover, donc ces robots pour étudier plus les structures internes et souterraines de Mars. Ensuite, on a la mission Mars 2020 avec Persévérance de la NASA qui, elle, a vraiment pour but spécifiquement de trouver des biosignatures, donc des signatures de vie, donc passées sur Mars. Et par curiosité, qu'on arrive à dater, enfin, on arrive un petit peu à estimer justement la date. Oui, tout à fait. On a une échelle, ce qu'on appelle stratigraphique, avec les dates des roches en fait martiennes. On connaît déjà pas mal, en tout cas en surface, évidemment pas au sous-sol. Et c'est là ces prochaines missions, ExoMars et Mars 2020, qui sont en fait vraiment en étroite collaboration. Elles vont vraiment prendre les premières carottes, donc comme quand on ford la glace ici, on prend des carottes de glace, là ça va être des carottes du sol martien et on va pouvoir déterminer voilà. Et puis la troisième mission, oui, c'est celle des Émirats arabes unis. Donc ça c'est la première mission qui part donc du monde arabe. C'était une grande première et puis c'est une sonde aussi qui va rester en orbite pendant au moins 2 ans et qui vise à vraiment tracer l'évolution atmosphérique autour de Mars. Ma prochaine question porte sur SpaceX, l'entreprise donc fondée par Elon Musk, qui est devenu le premier opérateur privé à transporter des astronautes de la NASA dans un vaisseau spatial donc privé. Et les astronautes sont en l'occurrence revenus de la Station spatiale internationale très récemment, le 2 août, donc c'était tout à fait opportun que je t'interviewe maintenant. Et je vais te demander, qu'est-ce que tu penses de cette privatisation et de cette commercialisation, on va dire, de l'exploration spatiale ? Ouais. Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense qu'on vit dans une période vraiment extraordinaire qui ouvre vraiment un champ d'opportunités quasi infini. Jusqu'à récemment, l'exploration spatiale, c'était vraiment réservé aux agences spatiales gouvernementales, avec les principaux acteurs étant la NASA, l'Agence spatiale européenne et Roscosmos, l'Agence spatiale russe. Voilà, ces institutions-là, vraiment, elles dictaient leurs règles, elles établissaient leurs programmes spatiaux selon leurs intérêts. Aujourd'hui, le fait que le secteur privé s'en mêle, je pense que ça signifie qu'à peu près n'importe qui peut vraiment s'impliquer et jouer un rôle dans l'exploration spatiale. Tu as cité SpaceX, qui est maintenant devenu un acteur vraiment majeur, prépondérant
dans le domaine spatial, comme Blue Origins de Jeff Bezos. Là. Mais il y a aussi de plus en plus de petites startups qui voient le jour, qui sont vraiment très spécialisées dans le domaine du spatial et qui ont chacune leur propre vision de l'exploration spatiale, leurs propres intérêts. Et en fait, ça redistribue toutes les cartes, à mon sens. Désormais, chaque personne qui a l'envie de s'engager dans cette course à l'humanité interplanétaire, elle le peut. On le voit par exemple avec les différents partenaires et sponsors qu'on a démarchés avec EUMARS. Il y a encore 20 ans, les seuls sponsors qu'on aurait pu trouver, c'est la NASA ou l'ESA. Aujourd'hui, on a des partenaires, des startups spécialisées dans l'architecture spatiale, dans justement tout ce qui est psychologie humaine en isolement, en conditions extrêmes. Après, on peut aussi assez vite imaginer les dérives de cette privatisation. Comme par exemple faire de Mars notre prochaine mine interplanétaire. Voilà. Ce qui, à mon sens, risque malheureusement d'arriver. Des entreprises privées exploiteraient au même titre qu'ici sur Terre les ressources de Mars. Je veux dire, Elon Musk, il ne dépense pas des milliards juste... Et c'est un domaine qu'il va falloir développer, tout ce qui est le droit spatial, en fait, qui existe déjà un petit peu pour la Lune. Mais encore, c'est comme toutes ces grandes organisations, tu sais, l'ONU, l'OMS, au final, c'est qui a le plus d'argent, qui dicte les règles. Donc... Et en imaginant qu'un jour, il y ait de la vie sur Mars, voilà, qu'on puisse le considérer, quelles seraient les contraintes pour non seulement les astronautes dans un premier temps, mais aussi l'être humain au sens plus large, si on décidait vraiment de s'installer sur Mars? Oui, alors ce sera les mêmes contraintes que les astronautes sur la Station spatiale internationale, mais exacerbées. 8 mois, je crois que le plus long séjour sur l'ISS, c'est 1 an. C'est Scott Kelly, l'astronaute, là. Là, 8 mois, c'est 8 mois de voyage seulement. Après, sur Mars, ils vont sans doute rester plusieurs mois, voire plusieurs années. Et après, il y a 8 mois encore en retour. Et on a très peu de recul sur les conditions environnementales de l'espace, par exemple la microgravité ou la zérogravité, sur l'exposition prolongée aux radiations, sur comment, on sait que les os perdent de leur consistance un petit peu, on sait que les astronautes, comme ils sont plus soumis à la gravité, leur corps s'allonge de plusieurs centimètres, on sait qu'il y a une détérioration des gènes, par exemple de l'ADN. On sait qu'ils récupèrent après un certain moment, mais est-ce que pour un voyage de plusieurs années, est-ce qu'ils vont récupérer ? On ne sait pas. Donc c'est des grandes questions auxquelles on a un petit peu de mal à répondre pour l'instant. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre l'accent sur ces missions analogues, même si on ne peut pas reproduire la microgravité ou l'exposition aux radiations. Je pense que, en tout cas d'un point de vue psychologique, on a les moyens d'étudier justement l'impact de l'isolement et du confinement. Je veux dire, on a tous eu un aperçu en début d'année là, et toujours maintenant. Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse, mais on y travaille. Justement, pour en revenir à votre mission, au début de cette conversation, tu nous parlais de la Mars Society. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, ce que c'est et quelles sont leurs principales activités ? Alors la Mars Society, c'est une organisation internationale à but non lucratif qui a pour but de promouvoir l'exploration et la colonisation de la planète Mars. Elle a été créée en fin des années 90 par le docteur Robert Zubrin et leurs activités de promotion touchent vraiment tous les secteurs, que ce soit l'industrie, l'administration publique, l'éducation et la recherche scientifique, avec notamment la mise à disposition de leurs 2 stations de recherche en Arctique et dans le désert de Utah. Mais encore une fois, ces stations sont mises à disposition non seulement, par exemple, aux agences spatiales gouvernementales, mais aussi, par exemple, à des écoles ou des universités à but plus éducatif. Ils essayent vraiment de mettre tous les secteurs en commun, de faire le lien entre tous les secteurs. Parce qu'au final, l'éducation, c'est un peu la base c'est la base de tous ces secteurs-là. Si on veut vraiment viser à une colonisation de Mars, il va falloir que ça commence par là. Top, merci. On parlait de ton équipage avant. Je voulais te demander comment était composée l'équipe. Alors, on est 6 jeunes femmes, étudiantes en recherche ou professionnelles, toutes engagées dans le domaine du spatial. L'équipe a d'abord été créée par Lorraine, qui est notre ingénieur d'équipage, ingénieur aérospatial d'ailleurs, et Martha aussi, qui elle est doctorante en génie des matériaux. Elles se sont contactées via LinkedIn parce qu'elles faisaient toutes les 2 partie du même programme de sélection d'astronautes à l'époque.
Et elles se sont très vite accordées sur le fait qu'il y avait un déficit de représentation des femmes dans leur domaine. Et elles ont décidé de créer cet équipage 100% féminin et de s'engager dans le programme de la Mars Society. Ensuite, les missions spécifiques dans le désert de Utah, c'est des missions d'exploration. Donc, le but, c'est vraiment d'organiser ces sorties extravéhiculaires, les EVAs en anglais, et d'aller explorer les alentours et puis les différentes unités géologiques, tout ça. Donc, il fallait absolument une géologue dans l'équipage. Et comme je connais Lorraine depuis très longtemps, on s'est rencontrés à l'EPFL il y a 8 ans maintenant. Elle m'a tout de suite contactée et puis j'ai tout de suite dit oui. Et puis Lorraine a aussi contacté Alice, qui est notre crew data scientist, qui travaille comme ingénieure à l'Agence spatiale européenne. Et puis de son côté, Martha a contacté donc 2 autres collègues espagnols. Christina, qui elle a une formation aussi de génie en matériaux, mais après elle s'est réorientée vers l'application de la réalité augmentée pour les astronautes. Et Martha a aussi contacté Paula, qui elle fait de la recherche biomédicale et spécialisée dans les troubles neurologiques immunitaires. Voilà, c'est elle qui va vraiment diriger le projet qu'on a en commun sur tout ce qui est monitorer nos paramètres vitaux et médicaux. Voilà. Vous êtes une équipe exclusivement féminine et tu évoquais avant le manque de représentation féminine dans le domaine de l'exploration spatiale. Pour vous, c'est important, ça vous tient à cœur tout ce qui est women empowerment, donc le fait d'encourager les femmes et leur inclusion dans ce domaine ? Ouais, c'était vraiment la raison première pour laquelle on a créé l'équipe. La situation actuelle donc de cette représentation des femmes dans le domaine du spatial, elle est mieux que la situation d'il y a 50 ans, pendant les missions Apollo par exemple, mais même en 2020, elle est très très loin d'être paritaire. Il y a clairement une très large sous-représentation, même très large minorité des femmes dans l'exploration spatiale en général. Pour donner un chiffre clé, seulement 10% des astronautes sont des femmes, par exemple. Je parle des astronautes parce que c'est le symbole, le summum de l'exploration spatiale, mais si on regarde au niveau de l'ingénierie, par exemple, je crois que c'est le World Economic Forum qui publiait un rapport en 2017 qui disait que seulement 15% des ingénieurs actifs dans le monde sont des femmes. Et ça, c'est globalement dans le monde, mais on le voit aussi en Suisse, dans les EPF, dans les écoles polytechniques fédérales. En 2017, il y avait seulement 9% des étudiants en génie mécanique qui étaient des femmes. Et c'est la même chose pour tout ce qui est génie informatique. Et voilà, c'est un chiffre qui avoisine les 10% à chaque fois. Donc il y a un réel travail qui doit être fait là-dessus. On doit vraiment encourager les femmes à se diriger vers des filières technologiques ou en tout cas scientifiques. Et c'est marrant parce que c'est une disparité qu'on ne voit pas à l'école. Souvent, les jeunes filles, je ne veux pas dire qu'elles ont des facilités, mais elles sont souvent plus performantes en maths, en physique, en chimie. Et pourtant, après, on ne voit pas cette réorientation à l'université. Donc il y a vraiment un souci au niveau de la transition, en fait. Et on veut vraiment viser ce public de jeunes filles et de jeunes femmes, leur dire que voilà, vous avez toutes les compétences pour... sinon vous allez les acquérir, toutes les portes sont ouvertes, allez-y quoi, foncez. Oui, complètement. Et puis après, il y a peut-être aussi une réflexion à avoir sur les contraintes qu'on peut s'imaginer en tant que femme. Je pense qu'il y a aussi une grosse part de barrière mentale, donc c'est peut-être intéressant de creuser ça aussi. Ouais. Sans doute. Après, c'est des obstacles. Est-ce que ce sont les femmes qui se les imposent ? C'est marrant parce qu'il y a une anecdote qui montre vraiment à quel point ce domaine n'est pas encore adapté pour les femmes. C'est lorsque la NASA, en mars 2019, elle a dû annuler ce qui devait être la première sortie spatiale 100% féminine, sous prétexte qu'il n'y avait pas de combinaison spatiale de taille M disponible. Voilà, il y a des obstacles assez ridicules qui nous sont aussi imposés. Pour en revenir à votre mission, tu évoquais avant les objectifs de chacune des membres de l'équipage. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les projets de chacune en lien avec vos spécialités respectives ? On est une équipe avec un grand projet commun, et puis après, comme tu l'as dit, on a 6 plus petits projets selon nos domaines d'expertise. Alors Lorraine, qui elle est l'ingénieure aérospatiale du groupe, elle vise à tester les différents moyens de transport sur Mars, dont une version adaptée d'un ULM. Voilà, c'est un projet qu'elle développe en collaboration avec une start-up néerlandaise qui aurait un prototype à tester. Voilà, beaucoup de projets sont encore en développement. Ça dépend beaucoup des sponsors qu'on aura, du matériel et des financements qu'on aura. Mais voilà, toutes les grandes lignes sont un peu dessinées.
Martha, elle veut tester un prototype de gants, donc de gants pour les mains, qu'elle développe aussi en partenariat avec son université en Angleterre. Je sais pas si tu as déjà vu une combinaison spatiale, mais les gants, ça permet pas une grande mobilité, quoi. Et puis si on veut aller coloniser Mars, il va falloir faire de la maintenance, il va falloir sortir, et elle veut vraiment développer un prototype de gants qui permettra de faire un peu toutes les tâches manuelles qu'on devra faire. Ensuite, on a le projet de Christina qui, elle, lui est complètement axé sur l'application de la réalité augmentée pour l'entraînement des astronautes, mais aussi pour tout ce qui est maintenance d'une station de recherche. Ça, c'est un projet qui est toujours en cours de développement. Ensuite, on a Alice, qui est notre data scientist. Elle se focalise surtout sur la collection des données médicales et vitales des astronautes. Donc, que ce soit au repos dans la station, mais aussi en activité pendant les sorties extravéhiculaires. Elle souhaite tester différents paramètres physiologiques avec différents capteurs, que ce soit la température corporelle, l'oxygénation du sang, la transpiration, tout ça. Ensuite, il y a donc mon projet qui est axé sur donc, la géologie et tout ce qui est astrobiologie. J'ai la chance d'avoir donc, vraiment cet analogue géologique et je vais collecter donc, des échantillons. Sur la station, il n'y a pas énormément de matériel, en tout cas pour tout ce qui est analyse géochimique, des molécules qu'il y a dans la roche. Il faut des énormes instruments qui sont à l'université, mais je vais d'abord regarder donc, au microscope, tout ça, voir s'il n'y a pas des microfossiles qui peuvent être préservés dans ces roches-là. Et ensuite, je vais les ramener à l'université pour mon doctorat, en fait, pour suivre des analyses plus poussées. Et enfin, donc, Paula, qui, elle, sera vraiment... Qui dirigera tout le projet commun sur nos paramètres vitaux, et puis aussi un projet qui est en partenariat avec une université américaine, université de Iowa, et ce sera plus axé psychologique. Voilà. Vraiment essayer de comprendre comment un équipage entièrement féminin se comporte en isolement total, en confinement total. Parce que justement, l'espace dans lequel vous allez être pendant cette mission analogue est comment ? C'est en fait une espèce de dôme comme ça. Voilà, il y a 2 étages, mais c'est tout rond. On est dans des bunk beds comme ça. Ouais. On dort en fait plus ou moins tout ensemble. On mange juste à côté. Il y a aussi le petit laboratoire qui est dans la même salle. Il y a vraiment tout. C'est confiné quoi. À 6 dans le main hub, ce qu'ils appellent. C'est petit. Et vous êtes déjà rencontrés physiquement ? Non. Ou pas encore ? Alors, Lorraine, je la connais très bien, mais c'est tout. C'est tout. C'était un des challenges un petit peu du confinement qu'on a eu à cause du Covid. Voilà, c'était vraiment essayer de créer des liens à distance, ce qui n'est pas toujours facile. Comment ça se passe le processus de sélection pour être recruté au sein de la station de recherche ? Ouais, alors ils sont assez secrets sur le processus de sélection. On a juste rempli une application la plus complète possible avec tous nos objectifs, nos résumés, nos CV bien détaillés. Mais voilà, on sait qu'il y a eu beaucoup d'applications qui ont été envoyées. Il y a beaucoup d'équipes qui souhaitent y participer. On a eu la chance de les sélectionner, mais c'est sûr qu'il faut avoir l'air sérieux, quoi. Il faut venir avec vraiment des objectifs bien précis. Il faut s'être renseigné sur la station avant. Voilà. Et on parlait avant de sponsors. Comment ça se passe en termes de finances ? Est-ce que vous devez payer pour participer ou est-ce qu'il y a une partie qui est prise en charge ? Alors, on doit payer une sorte de loyer, en fait, pour utiliser la station pendant 2 semaines. Pour les étudiants, c'est $1,000 par personne. Donc ça, c'est une des plus grosses charges financières qu'on a. On a des sponsors... C'est sûr qu'en ce moment, la situation financière pour tout le monde, elle est un peu difficile. Donc les sponsors qui nous soutiennent financièrement, il n'y en a pas beaucoup. On a beaucoup de partenaires qui sont là pour nous aider médiatiquement ou pour nous donner du matériel. Mais on peine un petit peu à trouver du soutien financier. En revanche, on a lancé des campagnes de crowdfunding qui ont plutôt bien marché. En tout cas, la première a très bien marché. On a atteint l'objectif en quelques jours. Et puis, on va d'ailleurs en lancer une deuxième, là, le 1er septembre, donc dans 4 jours. Et c'est ça qui va vraiment déterminer un peu ce qu'on va être capable de faire, ce qu'on va pouvoir faire, en fait. Et tu parlais avant de présence médiatique, et je me demandais comment est-ce que vous faisiez pour vous faire connaître ? Est-ce qu'au-delà de vos sponsors, vous êtes proactif dans votre communication ?
Ouais, on essaie de démarcher un maximum que ce soit des journaux, des radios, des podcasts comme le tien. Il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait aussi. Voilà, c'est un projet qui sort un petit peu de l'ordinaire, donc les gens se trouvent très vite passionnés par ça, très curieux, et on en parle beaucoup avec la famille, les amis, et après il y a vraiment beaucoup de bouche à oreille, et on reçoit de temps en temps des mails, j'ai entendu que cet ami est de l'ami, voilà, on serait super intéressé de voir ce qu'on pourrait faire ensemble. C'est un peu des deux, voilà. Il y a un petit peu de réseau social aussi, mais on est un petit peu moins actif là-dessus. Je suppose qu'on devrait mettre l'accent peut-être un peu plus. Et après la mission, est-ce que vous avez prévu de reprendre la parole pour peut-être partager vos retours d'expérience ? Ouais. Alors on a déjà donné 2 conférences en fait, dans le cadre de nos universités respectives. Donc ça qui ont permis d'avoir une petite visibilité aussi, en tout cas surtout scientifique, parce qu'on ne veut pas simplement être considéré comme l'équipe de femmes sympas, tu vois. On est là pour des buts scientifiques bien précis. Mais ensuite, après la mission, oui, on a une conférence prévue en partenariat avec la Mars Society suisse, qui sera sans doute à Yverdon, à la Nouvelle Cité des Sciences. Et puis on a aussi démarché d'autres organisations sur Genève qui seraient intéressées, mais pareil, elles attendent un peu de voir en fait comment ça se passe. Surtout, a priori on part en février, mais disons que la situation est tellement instable en ce moment que voilà. Et toi, après cette mission, est-ce que tu as des projets, des choses qui sont déjà prévues ou mises en place pour la suite ? Oui, alors j'aimerais bien commencer mon doctorat assez rapidement. J'ai fini mon master là, cet été, et puis je suis en train d'écrire des articles à partir de ma thèse. Et une fois qu'ils seront publiés, j'espère, ça me lancera un peu dans le doctorat aussi. Et en relation avec WOMARS, on aimerait vraiment que ce soit la première mission d'une longue série. Donc on est en train de faire les démarches administratives pour établir WOMARS comme une organisation à but non lucratif. Et il y aura un côté où on va organiser les missions, et puis un côté où ce sera vraiment que de la promotion vers les jeunes filles, les jeunes femmes. Pourquoi pas leur proposer des bourses quand on aura des financements pour qu'elles participent à nos missions aussi. Voilà, donc on espère vraiment que c'est le début de quelque chose, quoi. Vu qu'on arrive à la fin de l'épisode, je voulais te demander, est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais partager ici, ou peut-être un mantra, quelque chose que tu te répètes tous les jours pour te booster ? Ouais, alors c'est à travers le projet là, je me suis rendu compte que en fait le pouvoir de la communauté était énorme, surtout scientifique, et surtout quand tu fais partie de cette petite minorité des 10% de femmes qui sont ingénieurs ou qui sont dans le domaine de l'exploration spatiale. Il y a vraiment cette volonté de s'aider, de s'entraider, et c'est ce qui nous a vraiment propulsé là où on est aujourd'hui. Donc voilà, allez. Je me force tous les jours à envoyer des mails, alors que à la base je suis plus introvertie, tu sais, et j'ai du mal à appeler, j'ai du mal à envoyer des mails un peu out of the blue comme ça. Mais je me rends compte qu'en fait c'est toujours très bien accueilli, et les gens veulent vraiment nous aider. Donc il faut faire la démarche d'aller contacter les gens, il faut croire en la communauté. Et ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup Julie pour ta participation. Vous pouvez retrouver l'équipage WOMARS sur le site womars.co.uk ainsi que sur Facebook et Instagram. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.